donc sur le projet électromobilité 48 volts et me rejoindra dans la session de questions-réponses Monsieur Philippe Baudesson, qui est le directeur hardware métier pour le groupe Valeo. Donc, qu'est-ce qui nous occupe aujourd'hui? Aujourd'hui, Valeo se positionne en tant que leader et pionnier de l'électromobilité 48 volts en France. Vous allez voir dans la présentation qu'est-ce que représente l'électromobilité 48 volts en France et pourquoi Valeo considère à la fois qu'il est le pionnier et qu'il a un rôle important à jouer dans ces développements, cette technologie et le leadership dans ce développement. Donc l'agenda de cette présentation, je vais aborder trois aspects avant d'aborder l'appel à candidature. Donc d'abord le marché du 48 volts. Je pense que beaucoup de gens parmi vous connaissent un petit peu la technologie et le marché, mais je pense qu'il est bon de resituer un petit peu la technologie dans son marché et le potentiel important que représente ce marché. En deuxième point, on abordera un petit peu le master plan de l'électromobilité, qu'est-ce que l'on cherche à faire, et enfin l'écosystème du projet, qu'est-ce que l'on considère comme scope technique, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on peut faire avec des systèmes 48 volts dans le monde automobile, mais même au-delà du monde de l'automobile. D'abord, je dirais en préambule, les avantages du 48 volts. Pourquoi parle-t-on ici spécifiquement de 48 volts et pas d'électrification de façon plus générale? Parce que le 48 volts présente un certain nombre d'avantages très spécifiques et très particuliers qui en font, selon Valeo, un atout et une technologie du futur. Cet atout repose sur des éléments de sécurité. Les systèmes d'électrification 48 volts sont des systèmes qui sont sûrs d'un point de vue de sécurité. En effet, aujourd'hui, la norme définit un risque électrique majeur au-delà des systèmes au-delà de 60 volts, avec des dispositifs de sécurité nécessaires au-delà de ces tensions-là. En restant en dessous de ce seuil de sécurité de 60 volts, la technologie 48 volts permet de développer des technologies spécifiques et qui en font des technologies qui sont abordables. Abordables parce qu'on fait l'économie d'un certain nombre de systèmes qui sont nécessaires en haute tension et qui, du fait du risque sécurité faible en basse tension, ne sont pas nécessaires dans ces technologies-là. Donc, technologie intrinsèquement moins chère de ce point de vue-là. Et comme on est sur une technologie qui est intrinsèquement moins chère, on va pouvoir la déployer plus largement et donc d'avoir des effets d'échelle liés à l'électrification, à l'hybridation, des plus grands volumes, donc encore une fois, un effet bénéfique sur l'économie du projet. Donc on est dans un cercle vicieux d'un système qui est intrinsèquement moins cher du fait de la technologie, et comme il est moins cher, il peut être à plus haut volume, et donc un effet bénéfique sur les coûts. Qu'est-ce que l'on peut faire avec des systèmes 48 volts? Le système 48 volts permet de couvrir une assez vaste multitude d'applications, en allant de mobilité 100% électrique à de la mobilité hybride en passenger car plus conventionnelle. Donc on peut commencer par des petites mobilités électriques, des mobilités typiquement urbaines. C'est un domaine dans lequel le nombre d'applications se déploie de façon considérable. Il y a de plus en plus de développement aujourd'hui de l'industrie, soit par les acteurs habituels du monde de l'automobile, soit avec des nouveaux acteurs. Et le 48 volts permet d'adresser ces marchés de petite mobilité, de mobilité dans les zones zéro émission, donc typiquement urbaines, avec des autonomies allant jusqu'à environ 100 km/h, des vitesses de pointe jusqu'à des autonomies de 100 km, pardon, des vitesses de pointe jusqu'à 50 km/h, ce qui est tout à fait suffisant pour adresser de la mobilité urbaine.
On va pouvoir adresser également des véhicules électriques légers, donc un petit peu plus significatifs que je dirais des toutes petites mobilités, avec des applications de mobilité légère ou des last miles delivery, donc des petits commercial vehicles, de petits véhicules commerciaux pour le transport de marchandises dans les derniers kilomètres. Donc encore une fois, avec des autonomies qui sont tout à fait suffisantes pour des déplacements en milieu urbain, 100 à 150 km. C'est une histoire de capacité de batterie, avec des vitesses de pointe pouvant aller cette fois jusqu'à environ 100 km/h. Donc encore une fois, tout à fait significatif et tout à fait pertinent pour opérer dans des environnements urbains pour lesquels la vitesse de pointe n'est pas un enjeu, même la vitesse stabilisée n'est pas un enjeu, puisque les déplacements urbains se font par nature à basse vitesse. Donc on a un énorme pan de marché pour lequel la technologie 48 volts est capable de faire la motricité, et également c'est des marchés sur lesquels la contrainte économique est très forte, et l'avantage compétitif qu'apportent les systèmes 48 volts en font une solution tout à fait pertinente et adaptée à ce type de mobilité. Ensuite, on va rentrer dans le monde un peu plus classique de l'automobile et du passenger car, avec des solutions hybrides, donc permettant des gains jusqu'à environ 15% de gains de CO2 sur cycle, qui en font une alternative assez intéressante au diesel, et avec encore une fois des coûts abordables, puisque le système électrique 48 volts est à coût contenu par rapport à son concurrent de haute tension. Donc ça, ce sont des technologies qui sont déjà aujourd'hui disponibles sur le marché en production série, sur lequel Valeo a une expérience très significative, à la fois en France et dans d'autres marchés. Et on est convaincu aujourd'hui que cette technologie permet également d'aller croître par le haut avec des systèmes à plus forte puissance, pouvant faire de l'hybride rechargeable, donc avec des solutions pour permettre de rentrer dans des centres urbains, avec des contraintes réglementaires qui pourraient arriver dans les années à venir, de zones zéro émission pour lesquelles il faut que le véhicule électrique soit capable d'évoluer en toute autonomie, uniquement sur traction électrique. Encore une fois, le 48 volts, dans la mesure où on ne va pas chercher des vitesses de pointe élevées, permet d'adresser un comportement véhicule tout à fait acceptable et tout à fait correct dans ces conditions-là. Donc on le voit aujourd'hui, ces systèmes 48 volts permettent d'offrir un panel d'applications très large, de la petite mobilité jusqu'à des solutions un peu plus classiques de l'automobile, de solutions hybrides et hybrides rechargeables, ce qui en fait un potentiel de marché tout à fait intéressant pour les industriels que nous sommes. Nos perspectives marketing en la matière montrent qu'on a effectivement les deux marchés un petit peu distincts. Un marché de traction électrique, donc le monde de la petite mobilité ou du véhicule léger, aujourd'hui encore relativement marginal, même si ça représente dans le monde 43 millions d'unités d'ores et déjà vendues en prévision de vente 2020, et avec un potentiel de croissance très significatif, plus de 60 millions en 2025, plus de 100 millions d'unités vendues de façon annuelle en 2030. Donc on a là un marché très significatif dans lequel les systèmes 48 volts, nous l'avons déjà démontré, soit par nos productions séries, soit par les démocars que l'on a pu faire et montrer. On a des solutions pour adresser ce marché à des coûts compétitifs, et un marché qui a un potentiel d'ores et déjà très élevé, avec un potentiel de croissance considérable. À côté de ça, le marché de l'hybridation, qui est un grand contributeur également en termes de volume. Donc d'ores et déjà aujourd'hui, ce marché représente 9 millions d'unités par an en prévision sur l'année 2020, avec encore une fois un potentiel de croissance élevé en France, en Europe et dans le monde, très important, puisque on voit un marché qui va passer à près de 50 millions d'unités par an en 2030.
Donc ce marché 48 volts qui aujourd'hui est encore embryonnaire, même si le nombre d'unités vendues est déjà assez satisfaisant, est un marché sur lequel nous prévoyons une croissance très significative dans les années à venir sur l'ensemble de la planète. C'est un marché, mais c'est aussi un écosystème et un environnement pour lequel la France et la filière française ont un rôle très significatif à jouer. On l'a dit, Valeo est un pionnier de l'électrification 48 volts avec des premiers démarrages qui ont eu lieu en France dès 2018, dans le monde un petit peu avant. Et Valeo a aujourd'hui une empreinte très fortement marquée en France, avec une R&D très largement répartie dans nos sites de R&D français, donc à Créteil, Cergy, Lyon, Amiens, et des sites de production également répartis sur toute la France, avec en fer de lance nos sites d'Étaples, notamment Sablé, Sainte-Florine, mais également la France qui est le leader du développement de la technologie 48 volts pour Valeo, se diffuse ensuite dans le reste du monde avec l'application de nos technologies dans l'ensemble des marchés du monde, utilisant soit des systèmes d'hybridation, notamment très fortement marqués en Chine, soit des systèmes d'électrification avec des premiers SOP de véhicules purement électriques en 48 volts sur 2020, donc une première application en France qui a eu lieu ces dernières semaines et une application en Inde qui est prévue d'ici fin d'année. Donc, d'une façon générale, Valeo développe et déploie très largement sa technologie 48 volts avec sur l'horizon 2020-2022 plus de 60 véhicules qui seront équipés avec cette technologie 48 volts. Ça fait de Valeo aujourd'hui un acteur leader et de premier plan dans la technologie 48 volts et un acteur qui a bien intention de continuer à garder sa position de leadership et d'entraîner dans son sillage l'ensemble d'une filière industrielle en France sur cette technologie. Donc l'objectif du développement de technologies 48 volts, on l'a dit, Valeo est une entreprise d'origine et de racines françaises et on cherche à faire de la France et de Valeo un leader mondial de l'électrification et pour ce qui me concerne en tout cas, un leader mondial de l'électrification 48 volts puisque Electrification System développe les systèmes basse et moyenne tension. Donc, quatre grandes directions, quatre grands objectifs pour ce master plan. Donc, c'est l'électrification pour le plus grand nombre. Nous ne cherchons pas à faire des systèmes à très forte puissance, mais à pouvoir adresser le plus grand nombre de véhicules, soit sur des hybrides 48 volts à coût abordable, puisque les clients ne les achèteront que si les coûts des véhicules restent contenus, et également de permettre le développement d'une électromobilité urbaine à un coût modéré. Deuxièmement, nous avons construit une avance technologique en matière d'électrification et d'électronique. Donc, nous avons la ferme intention de conserver cette avance et pour ce faire, nous avons besoin de l'ensemble d'une filière française d'électronique et d'électronique de puissance avec évidemment toutes ses composantes, recherche et développement et production pour pouvoir travailler sur ces systèmes à court, moyen et long terme, puisqu'il faut qu'on continue, la technologie n'en est qu'à ses premiers pas, et il faut qu'on continue à développer, optimiser cette technologie pour la faire croître en performance. L'objectif également, le troisième objectif, c'est de développer une plateforme technologique complète en 48 volts.
pour que l'écosystème 48 volts se développe, que la technologie se déploie sur les véhicules, il est important de pouvoir adresser l'ensemble des composants nécessaires à une chaîne de traction soit hybride, soit électrique. Donc Valeo cherche à développer l'ensemble de l'offre nécessaire à la traction électrique. Donc évidemment, le moteur électrique avec son électronique, un travail sur la transmission pour que, notamment dans le cas des petits véhicules en électromobilité, on a besoin d'une transmission spécifique pour la chaîne de traction, et tout le système de gestion de l'énergie, donc chargeur 48 volts, et également les convertisseurs DC-DC pour gérer le réseau dual qui va s'implanter dans les véhicules 48 volts. L'objectif in fine, c'est effectivement de conforter la place de pionnier de la France en matière de technologie 48 volts, avec Valeo comme leader technique de cette technologie. C'est un marché sur lequel Valeo a fait des premières sur ce marché-là, développé la technologie, développé en France, fabriqué en France. Il faut qu'on continue à développer cette position de leadership pour pouvoir renforcer cette technologie et exporter cette technologie dans l'ensemble des marchés qui pourront ensuite l'utiliser. Notre approche technologique en la matière, c'est la maîtrise de la technologie et des process. Donc aujourd'hui, qui porte sur principalement 4 composants. Un composant, l'alternodémarreur, qui est déjà en série sur de nombreuses applications sur lesquelles nous devons continuer à maintenir le leadership. Donc technologie qui a été finaliste en PACE Award il y a quelques années. Donc c'est une technologie qui se répand assez largement dans l'industrie, avec un next step qui est la machine de traction 48 volts. Donc là, on va passer à des machines de plus forte puissance, 15, 25 kW et même potentiellement au-delà à terme. L'intégration de cette machine dans un système de transmission complet, ce qu'on appelle un e-drive, un electric drive, qui inclut la machine électrique, la boîte de vitesse et l'onduleur. Évidemment, pour pouvoir fournir une machine électrique, il faut avoir la maîtrise de l'électronique de puissance, donc les onduleurs 48 volts, et des lois de contrôle. Et enfin, dernière famille de composants, les convertisseurs DC-DC et les on-board chargers, donc avec des systèmes de conversion 48 volts, 12 volts. Donc l'objectif de Valeo est de maîtriser l'ensemble des compétences, donc l'ensemble des composants, les lois de contrôle, le manufacturing, pour pouvoir adresser la gamme complète de solutions. Et pour ce faire, Valeo a besoin de travailler avec un certain nombre de partenaires dont j'espère vous pourrez faire partie. Donc en termes de système, on a quelques exemples ici de systèmes 48 volts et des innovations et verrous technologiques qu'il nous faut faire sauter dans les années à venir. Donc des systèmes 48 volts typiquement de petite mobilité, donc avec des powertrains, donc des chaînes de traction entre 800 watts et 6 kilowatts. Nous avons besoin de systèmes extrêmement simples, à coût extrêmement limité, en faisant des plateformes technologiques qui permettent de déployer sur un très grand nombre d'applications des solutions ayant le minimum de modifications pour limiter les coûts de développement, pour limiter les coûts industriels et pour limiter également les coûts de matière de ce type de solution. C'est la condition indispensable pour que ce type de solution puisse se déployer sur des applications qui sont par nature très bon marché.
Donc, les verrous technologiques associés à ce type de mobilité sont la compacité. Évidemment, dans des petits véhicules, l'enjeu de compacité de nos systèmes est énorme puisque toute la place qu'on libère avec nos systèmes, c'est de la place qui est rendue à l'usager de la voiture et donc qui rend les véhicules plus attractifs, soit pour les passagers, soit sur du payload quand on est sur des applications commerciales. Donc, le rendement et la compacité sont évidemment des freins ou des enjeux majeurs pour ce type de technologie et une des voies technologiques sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui est la technologie du GaN, donc les puces à nitrure de gallium qui présentent je dirais un potentiel important, mais encore beaucoup de travail de recherche et de développement pour les emmener à maturité. Autre type d'application, donc des applications un peu plus haut en gamme ou en tout cas en masse de véhicules, donc pour adresser soit du véhicule particulier, soit du véhicule commercial, donc plutôt sur de la livraison en dernier kilomètre, avec des enjeux relativement importants dans la transmission et le moteur lui-même, avec des contraintes d'intégration importantes. Encore une fois, le packaging de ces systèmes est un enjeu important dans l'intégration des chaînes de traction dans les véhicules. Également un enjeu important de montée en puissance. La puissance des chaînes de traction que l'on développe a un impact d'ordre 1 sur la capacité d'emport des véhicules, la masse à tracter, plus que la vitesse de pointe. Mais dans des applications urbaines, on est très vite limité par la masse du véhicule qu'un système 48 volts est capable de tracter. Donc, nous cherchons à travailler la montée en puissance de nos systèmes. Aujourd'hui, on a une limitation que l'on voit autour de 15 à 25 kW. On travaille sur des systèmes qui vont jusqu'à 35 kW. Pourquoi pas un jour aller encore au-delà de ces gammes. Plus on arrivera à augmenter la puissance de nos systèmes, plus on ouvrira le marché à des applications plus diversifiées et notamment plus lourdes. Associés à ces développements, on a évidemment des enjeux et des verrous technologiques qui sont liés à la technologie elle-même et aux produits, mais on a aussi des enjeux très importants liés au process, soit au process de développement et notamment au process de validation. Il nous faut des banques qui soient capables d'aller tester dans toutes les conditions des systèmes 48 volts à très forte puissance avec des problématiques de rendement, donc des précisions en mesure de rendement, des problématiques en NVH, des problématiques en CEM. Donc, les développements concernent évidemment les développements produits, mais également des développements sur l'ensemble du référentiel de développement, également du référentiel de production. Donc, nous avons besoin de partenaires avec lesquels travailler sur non seulement le produit, c'est une évidence, mais également l'ensemble du référentiel de développement, des outils, des infrastructures de développement dont on peut avoir besoin pour développer une telle technologie. Aujourd'hui, quand on regarde ce que Valeo représente dans l'écosystème et l'impact de ce projet d'électromobilité, je le disais, on a des centres de R&D en France, des centres de production. Donc aujourd'hui, ce projet s'appuie sur 5 centres de R&D en France, 2 centres en région parisienne, Cergy et Créteil, centrés sur les machines électriques et l'électronique de puissance, un centre de recherche plus spécialisé sur les problématiques de transmission et d'intégration système qui est situé à Amiens, et des centres de développement situés sur nos sites de production d'Étaples et de l'île d'Abo près de Lyon. Nous avons également les sites de production, donc les sites de production d'Étaples, l'île d'Abo, Sainte-Florine, Sablé-sur-Sarthe et Amiens. Donc un écosystème qui est extrêmement français,
qui mobilise beaucoup de ressources pour développer cette technologie, développer cette filière. Évidemment, pour développer cette technologie et cette filière, nous avons besoin d'un certain nombre de partenaires et c'est l'objet de notre présentation aujourd'hui. Nous serons très heureux de travailler avec vous et ensemble pour développer la technologie, développer la filière du 48 volts pour faire en sorte que, in fine, cette technologie se développe comme le potentiel de marché nous laisse espérer, avec vraiment un centre de compétences et centre de technologie français qui nous permettent, in fine, de déployer cette technologie dans le reste du monde, puisque vous le savez, en automobile, les technologies ne sont pas locales. Par contre, on peut avoir un centre de compétences localement situé en Europe qui, derrière, diffuse la technologie dans l'ensemble des marchés qui sont capables qui nécessitent ce type de technologie. Donc, la période 2020-2030, on le voit tous aujourd'hui, va voir une profonde transformation de la mobilité électrique. Ce mouvement a déjà commencé, c'est pas nouveau. On sait tous que ce mouvement aujourd'hui est inéluctable. Hein. On ne reviendra pas en arrière sur de la technologie purement thermique. La technologie automobile sera électrifiée et nous avons besoin pour permettre d'avoir une mobilité automobile abordable pour tout le monde, d'une offre technologique d'électromobilité abordable. Et nous proposons pour cela de déployer cette technologie 48 volts, technologie française aujourd'hui, à tous les segments de marché de la mobilité urbaine. Nous avons construit le marché, nous avons construit une avance technologique, nous devons garder cette avance et pour garder cette avance, nous avons besoin d'un tissu de partenaires dans l'ensemble des domaines du développement, du testing, de la production, l'objet de cet appel à candidature aujourd'hui. Donc, j'en viens justement à la fiche du projet. Je pense qu'elle a été publiée la semaine dernière. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous l'avez tous déjà consulté. Donc, le périmètre technique, je ne vais pas y revenir dessus. On l'a largement abordé. Donc, nous traitons des powertrains électriques complets, soit électromobilité pure, soit mobilité électrifiée. Donc, en 48 volts, qui comprend les composants et l'intégration mécatronique, donc l'onduleur, le chargeur, le convertisseur, donc l'ensemble du périmètre 48 volts. Le seul périmètre sur lequel aujourd'hui le projet ne porte pas, c'est la batterie elle-même. Évidemment, l'enjeu majeur du projet, c'est de garder une fabrication à coût compétitif en France. Cette technologie a comme ADN un potentiel de compétitivité économique. Il faut que cette compétitivité économique soit compatible avec je dirais un footprint français. Donc il faut que l'on travaille sur cet aspect-là. Et pour ce faire, on a besoin d'une plateforme technologique avec la réutilisation la plus large possible des briques technologiques développées dans le cadre projet aux différentes formes de mobilité que l'on est capable d'adresser via cette mobilité électrique ou cette technologie 48 volts. Donc en termes de produits ou de technologies, les principaux sujets que nous devons adresser, c'est évidemment tout ce qui va tourner autour des semi-conducteurs, soit au nitrure de gallium, soit des technologies silicium. L'intégration des composants, donc les composants intégrés dans les circuits imprimés, donc tout ce qui va tourner autour de la conception électronique et de l'intégration électronique, mais également les solutions mécatroniques. Dans le monde des machines électriques, l'aspect mécanique et mécatronique joue un rôle énorme dans l'intégration, dans la compacité des solutions et également avec des enjeux majeurs en termes de refroidissement. On a des
des systèmes qui sont maintenant des systèmes à forte puissance, il est évident que ces systèmes à forte puissance seront d'autant plus efficients qu'on sera capable de les refroidir correctement. Les principales difficultés et les principaux challenges, évidemment la densité de puissance. Dans le monde de l'automobile, la compacité des systèmes est un enjeu majeur, mais également des enjeux qui portent autour de la compatibilité électromagnétique, la fiabilité de nos systèmes en électronique de puissance. On a des systèmes qui sont très fortement sollicités. Ces systèmes doivent rester fiables. La recyclabilité, la cybersécurité, tout le travail d'ingénierie système pour optimiser le système dans son ensemble et qui ne soit pas uniquement une juxtaposition de composants. Et évidemment, la sécurité fonctionnelle de nos systèmes. Donc, pour cela, nous cherchons un certain nombre de partenaires très divers, puisque le projet porte sur un spectre très large. Donc, nous sommes très ouverts à travailler avec différentes entités. Ça peut être des instituts, des universités pour l'aspect plus recherche de technologie. Travailler avec des startups qui auraient déjà développé des solutions et qu'on pourrait accompagner dans de l'industrialisation ou de la montée dans le monde de l'automobile, travailler avec des PME ou des grands groupes sur l'ensemble des champs d'application visés. Donc c'est un projet qui démarre à partir de septembre pour une durée d'environ 40 mois. Donc ceci est un appel à candidature. Si vous pensez que vous avez un rôle à jouer dans ce marché, avec, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un marché à un potentiel important, dans une filière qui est très prometteuse, déjà existante, avec une bonne implantation d'ores et déjà aujourd'hui, nous serons très contents d'accueillir vos propositions et d'écouter et de regarder comment on pourrait travailler ensemble dans ce domaine-là et pour intégrer vos solutions ou vos apports dans nos projets. Voilà, j'ai fait le tour de ma présentation. Je pense qu'on a maintenant une large part de questions-réponses. Oui, tout à fait. Je vous remercie pour cette présentation et je vous propose de commencer avec une première question. Avec le 48 volts, finalement, est-ce qu'on ne reporte pas la difficulté sur le moteur de traction? Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, c'est est-ce qu'on ne reporte pas la difficulté sur le moteur électrique? Oui, évidemment. Oui, je pense que c'est ça la question. Dans un système qui soit hybride ou électrique, le moteur électrique prend une grande part des contraintes du système. C'est le moteur électrique qui va assurer, en tout cas quand on va parler d'électromobilité, le moteur électrique va évidemment assurer la traction. Donc on va attendre de lui fiabilité, on va attendre de lui un niveau de rendement important, on va attendre de lui un niveau de puissance à même évidemment de déplacer la voiture, à la fois de puissance continue, mais également de disponibilité de puissance. Donc la rapidité et la précision de mise sous couple sont des enjeux très importants pour le moteur, mais attention, pas que le moteur, c'est vraiment un système complet avec le moteur, son électronique de puissance, et la façon dont le moteur est contrôlé, donc toute la partie système, loi de contrôle. Donc oui, aujourd'hui, dans ces systèmes de mobilité 48 volts, soit en électromobilité, voire même en solution hybride, la contrainte que l'on met sur le moteur et l'électronique de puissance et le système sont évidemment très fortement grandies. Mais c'est ce qui fait la beauté du projet pour les ingénieurs que nous sommes. Nous devons effectivement travailler dans ce domaine-là. C'est à ce prix que la technologie pourra s'imposer. Elle ne s'imposera pas si on n'a pas réussi à surmonter ces challenges. Merci. Avant d'entrer peut-être dans des détails plus techniques, une question un peu plus générale sur le marché notamment.
Comment est déployée et acceptée cette technologie au-delà des constructeurs français? Donc en Europe, mais aussi dans d'autres régions du monde, en Chine et en Amérique du Nord, par exemple. Ce que l'on voit aujourd'hui sur la technologie 48 volts, je vous le disais aujourd'hui, donc nous on est en production série depuis 2018 en France et 2017 de mémoire sur le reste du monde, notamment la Chine. Aujourd'hui, cette technologie, donc dans des systèmes hybrides, connaît un fort déploiement sur ces deux marchés, Europe et Chine principalement. C'est une tendance que l'on a vue, que l'on voit se confirmer là, avec ces deux marchés qui sont extrêmement porteurs et leaders pour deux raisons. Une raison de gain CO2, hein, l'efficience de la chaîne d'extraction, mais aussi un deuxième driver qui est la consommation électrique des véhicules, qui nécessite notamment sur des véhicules haut de gamme de passer à des systèmes 48 volts. Donc cette technologie est déjà très ancrée dans les véhicules hybrides en Europe, en Chine. On voit cette technologie en discussion sur l'Amérique du Nord, plutôt liée à des contraintes de consommation véhicule. Et on voit par contre également poindre un certain nombre d'acteurs qui veulent intégrer cette technologie dans l'électromobilité. Donc évidemment en Europe où nous sommes en production série, mais également typiquement en Inde où la petite mobilité que vous imaginez très bien avec du 2 roues et du 3 roues est très importante, avec des acteurs qui se sont lancés dedans, avec des gouvernements qui ont mis en place un système qui est très favorable au système 48 volts. Donc on a ici au moins 3 marchés, Europe, Chine, Inde, qui sont très fortement favorables à cette technologie. L'Amérique du Nord, vous vous en doutez bien, est un petit peu plus réticente à cette technologie, à la fois parce qu'ils ont des véhicules beaucoup plus lourds et parce que le contexte gouvernemental est un peu moins favorable à des solutions plus écologiques. À présent, des questions un peu plus techniques. Quelle est selon vous la limite en puissance que l'on pourra atteindre en 48 volts, sachant qu'il faudra donc gérer des courants très forts et les pertes associées? La question est un peu complexe. La limite technique, je pense qu'on peut repousser très loin la limite technique du 48 volts. On peut avoir des systèmes avec multiplier le nombre de phases. Donc je pense que d'un point de vue strictement technique, on doit pouvoir monter à des 50 kW, voire même au-delà de 50 kW. Ce qui permet déjà de propulser un nombre très considérable d'applications. Pour moi, l'enjeu n'est pas tant sur la limite technique ou technologique du 48 volts, mais à quel moment on établit l'équilibre où on garde un avantage compétitif, disons-le plutôt comme ça, avec sa technologie concurrente qui est la technologie haute tension. Plus on va monter en puissance, plus le coût des solutions va augmenter. À l'opposé, nos amis de la haute tension, plus ils vont descendre en puissance, plus les systèmes vont simplifier et moins ils seront chers. La vraie question aujourd'hui n'est pas de savoir techniquement parlant où est la limite, parce que je pense qu'on pourra toujours repousser la limite en multipliant, en parallélisant les batteries, en parallélisant les phases, en parallélisant les modules de puissance. La question, c'est à quel moment ces technologies deviendront plus chères que leurs homologues haute tension. Aujourd'hui, ce que je pense, c'est que 15 et 25 kW, il y a un avantage compétitif certain aux 48 volts. Je pense qu'en travaillant, on doit pouvoir monter autour des 35-40 kW. Après, la question reste posée, est-ce qu'on ne sera pas plus cher que des systèmes haute tension? Mais c'est bien là tout l'enjeu des travaux qu'on a aujourd'hui, c'est jusqu'à quand peut-on repousser cette limite techniquement? Mais ça, je fais confiance à nos ingénieurs pour trouver des solutions techniques, mais surtout économiquement, à partir de quand l'équilibre sera à l'avantage de la haute tension. Mais on a encore beaucoup à faire, au moins jusqu'à 35-40 kW. D'accord. Et au niveau des convertisseurs DC-DC, quelles sont les puissances envisagées pour le DC-DC 48-12 volts
Et petite précision, est-ce que ce sera un convertisseur bidirectionnel? Donc aujourd'hui, ce que l'on voit du marché, c'est que le marché demande principalement le marché automobile, pardon, demande principalement des puissances entre 1,5 et 3,5 kW. Et oui, le bidirectionnel est demandé. Et en termes d'isolation, est-ce qu'il devrait être isolé ou non? Non, le DC-DC n'a pas besoin d'être isolé du fait de la tension 48 volts. C'est le principal avantage. C'est comme on est en dessous de 60 volts, l'isolation galvanique n'est pas nécessaire. Ensuite, une question sur les technologies de substrat. Donc, quelles sont les technologies de substrat que vous envisagez? Alors, les technologies de substrat dépendent des applications qu'on a. Donc, aujourd'hui, pour les onduleurs, on est sur une technologie dite transfert mode frame, c'est-à-dire une technologie sur laquelle on a un substrat avec des barres en cuivre surmoulées dans l'époxy. Sur du DC-DC, on est plus sur un substrat avec du PCB et des composants discrets. Donc, ça, ce sont les solutions actuelles. Là où les solutions doivent évoluer, c'est vers des solutions où les puces sont intégrées dans des PCB. Voilà, où le TML peut aussi évoluer. Donc, beaucoup d'actions autour du PCB. Merci. Une question suivante sur les aspects simulation, validation. Alors, d'une part, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur ces aspects-là dans le cadre du projet, tant au niveau de l'onduleur que du chargeur ou du convertisseur? Et est-ce que vous envisagez de la simulation via des logiciels tels que PSIM, Saber ou PowerForge, par exemple? Si ça vous parle. Simulation et validation sont évidemment des enjeux clés de ce domaine-là. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que dans le domaine du 48 volts, et je pense que là, pour le coup, c'est une problématique qui va très largement au-delà du 48 volts, la machine électrique devient le cœur de la traction automobile. Donc, la variabilité des use cases et des sollicitations sur la machine et le système devient de plus en plus forte. Donc, il est évident que nous devons, dans le cadre de développement de ces projets, développer également l'ensemble du référentiel de développement avec des outils de simulation de plus en plus performants pour être le plus prédictif possible dans les phases amont de conception. Donc oui, nous travaillons avec des outils de simulation très diversifiés en fonction des domaines que l'on va adresser, que l'on adresse l'électronique, l'électrotechnique sur la machine ou les contraintes mécaniques sur les boîtes de vitesse, donc très vaste panel d'outils de simulation. Donc oui, la simulation est à l'évidence un enjeu majeur de ces problématiques-là. Et également, la validation elle-même est importante. On le voit aujourd'hui, la différence entre le plan de validation ou la charge du plan de validation entre des machines plus classiques de type alternateur et des machines de traction est colossale. Les machines sont beaucoup plus sollicitées dans des conditions très différentes. Donc on a un allongement massif de nos plans de validation, du nombre de machines à tester pour démontrer la fiabilité des systèmes dans l'ensemble des situations du profil de mission. Donc nous devons travailler évidemment sur les plans de validation eux-mêmes, comment on fait l'optimisation des plans de validation pour démontrer l'intégralité du fonctionnement, soit en fonctionnel, soit en fiabilité de nos systèmes sur les profils de mission qui leur sont demandés, en minimisant le nombre d'essais pour réduire nos délais de développement, réduire nos coûts de développement, réduire le coût d'investissement de l'infrastructure en banc d'essai.
Et ça veut dire également qu'il faut qu'on fasse travailler les deux ensemble, à la fois travailler sur la validation, travailler sur la simulation, mais travailler également sur des systèmes intermédiaires pour avoir la validation avec le moins de physique possible, avec l'émulation la plus large possible de certains sous-systèmes, pour faire les validations plus tôt, à des étapes de sous-systèmes avant d'arriver sur les systèmes complets. Donc oui, évidemment, ces deux aspects, simulation et validation, sont des enjeux majeurs du projet. Quant aux outils de simulation que vous citez, il faudrait les regarder dans le détail, je pense que ce n'est pas tant l'objet aujourd'hui, mais évidemment, si votre expertise porte sur la validation et la simulation, évidemment, nous serions très heureux de discuter ensemble de comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble, parce que c'est à l'évidence un domaine sur lequel il y a beaucoup à faire. Une question sur les composants passifs à présent. Sauf erreur, vous ne les avez pas mentionnés ou peu dans la présentation. On parle aussi bien de condensateurs, de composants magnétiques, de protection, de capteurs, etc. Est-ce que vous disposez déjà des technologies adéquates ou est-ce que vous recherchez de nouvelles solutions pour ces composants? Les technologies évoluent et doivent évoluer en fonction des fréquences de commutation. Donc typiquement dans le cadre des DC-DC, des onboard chargeurs, la fréquence d'application devrait être multipliée par 10 et qui ne nécessite pas nécessairement une évolution des composants passifs. Que ce soit des capacités et surtout des inductances. Donc la réponse est oui, la réponse est oui, même si aujourd'hui on a déjà des solutions avec certains composants, l'évolution de nos systèmes, soit par les fréquences, soit par la puissance, soit par des problèmes, des contraintes de refroidissement ou de packaging, va nous obliger à continuer à travailler dans le domaine, à améliorer les systèmes actuels, voire de trouver des systèmes en rupture, là où on va arriver en limite de technologie, y compris sur les composants passifs. Question suivante. Ne craignez-vous pas que le courant absorbé de 500 ampères pour une puissance de 25 kW soit une forte contrainte sur ce qui est aspect distribution, câblage, connectique, etc. Alors oui, les courants dont on parle sont une forte contrainte. Maintenant, l'automobile est un monde de contraintes et l'industrie automobile et la R&D automobile a démontré depuis des années qu'on sait trouver des solutions pour produire des solutions, des applications et des produits intelligents à coût raisonnable, y compris dans des contraintes fortes. Donc, je dirais, il est clair que plus on aura des forts courants, plus la contrainte sur les systèmes sera forte, mais je fais confiance à l'intelligence et à la créativité de nos ingénieurs, avec tous les partenaires avec lesquels on travaille pour trouver des solutions et trouver des solutions qui sont adaptées au monde de l'automobile dans ce champ de contraintes qui évidemment est de plus en plus fort. Merci. Une question à propos de la charge à présent. Quelle puissance de charge vous envisagez pour le marché du 48 volts et de quel mode de charge parle-t-on? 1, 2 ou 3? Aujourd'hui, le marché de la charge 48 volts est encore pas très clair. Pour la raison simple, c'est que le marché de la mobilité 48 volts est encore embryonnaire. On a surtout des toutes petites mobilités 48 volts qui sont encore principalement avec des chargeurs externes. Donc aujourd'hui, notre philosophie en matière de charge et de puissance de charge n'est pas encore établie. Ça fait partie du scope de ce dont on travaille aujourd'hui. C'est la compréhension fine du marché. Ce qui est à peu près évident aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas besoin de puissance de charge très élevée. Compte tenu de la vocation principalement urbaine des véhicules, qui en font pas des véhicules à la fois à très forte
distance de roulage quotidienne et avec une consommation au kilomètre qui est plus faible, puisque ce qui est très pénalisant pour un véhicule électrique, c'est le CX de la voiture à haute vitesse. On est en train de parler là plutôt de véhicules à basse vitesse, donc avec des capacités de batterie qui sont en général relativement limitées. Maintenant, je ne peux pas vous répondre de façon précise, puisque en la matière, notre position n'est pas arrêtée. Après, sur quel est le standard de charge, là encore une fois, nous sommes un équipementier automobile, nous devrons nous adapter à la demande des clients. C'est le client constructeur qui fixera sa demande. En complément, si vous souhaitez y répondre, on demande si vous travaillez donc sur des bornes de recharge adaptées à vos systèmes 48 volts. Aujourd'hui, non. La borne de recharge n'est pas dans le scope. Autre question, est-ce que vous pourriez développer un peu votre idée de puce intégrée au niveau du PCB? C'est-à-dire Philippe? Puce intégrée au niveau du PCB. C'est ce qu'on appelle. Donc en gros aujourd'hui, l'objet c'est de mettre des puces nues dans un PCB afin de profiter à la fois d'un comportement puissance et d'un comportement contrôle, le tout sur un même substrat. Donc en gros, on gagne en compacité et on gagne également en termes de dissipation thermique. Donc, et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces technologies nous permettent de réduire fortement les inductances parasites et donc de monter en fréquence. Puisque comme la solution est très intégrée, eh bien, elle permet de pouvoir monter à des fréquences très élevées. Et je dirais, dernier avantage, ça permet de simplifier assez fortement l'intégration mécatronique des systèmes, donc de gagner sur la partie mécanique des boîtiers électroniques. Et par rapport à cette notion de fréquence, justement, est-ce que vous pouvez préciser peut-être une fourchette en termes de fréquence basse et fréquence haute utilisée? Alors aujourd'hui, nos DCDC fonctionnent à 80 kHz. Nos projets d'anticipation ont pour but d'obtenir en première génération de nouvelles technologies 500 kHz et on envisage de monter jusqu'au mégahertz. Donc en gros, on multiplie par 10 la fréquence de découpage et comme la taille d'un produit est proportionnelle à la fréquence d'utilisation, ça rend les produits beaucoup plus compacts. Sur un autre sujet, on demande si vous avez déjà identifié la technologie machine pour vos applications. En particulier, il est fait référence aux machines à aimant permanent qui présentent des contraintes fortes pour la mise en repli en cas de faute sur l'électronique de puissance. Donc aujourd'hui, côté machine, on a un certain nombre de technologies en développement, y compris dans certaines applications des machines à aimant permanent ou des technologies à moteur excité. Pour la montée en puissance, le champ d'application est encore ouvert. Au-delà de 25 kW, le champ est encore assez ouvert. D'accord. Et sinon, quels seraient les types de condensateurs utilisés dans les convertisseurs DC-Link, Snubber, filtrage AC, par exemple? Donc, on a deux types de condensateurs. Nous avons pour les hautes fréquences, on est sur des capacités céramiques. Et pour des capacités où on a besoin d'une valeur de capacité élevée, nous sommes sur des technologies dites donc les soldering star. Donc ça dépend vraiment du cas d'usage. Donc si on a besoin d'un tampon d'énergie, comme c'est le cas d'un onduleur, ou si on a besoin d'un filtrage élevé avec des fréquences élevées. Donc il y a différents types de technologies. Et toutes ces technologies évoluent. Et donc, une des évolutions majeures au niveau des capacités de stockage sont le polymère hybride.
Alors ensuite, une question, donc je ne suis pas tout à fait sûr de la formulation, mais est-ce qu'il y a des trade-off masse en termes de coût d'un pack 48 volts par opposition à un pack haute tension? Je suis pas sûr de comprendre la question. Alors, je pense qu'on essaie de mettre en opposition un pack 48 volts et un pack haute tension en termes de masse, de coût et de fiabilité. D'accord. Quels sont les gains significatifs à ce niveau-là, en optant pour le 48 volts? Aujourd'hui, le driver principal, il est principalement sur le coût. Il est clair que, en tout cas dans ces gammes de puissance, donc en dessous de 25 kW, le coût d'un système 48 volts est significativement moins cher que le coût d'un système hybride, d'un système haute tension, pardon. Et c'est vraiment là-dessus que nos clients nous attendent. Avec un avantage également, je le disais, sur la partie sécurité. Évidemment, la partie sécurité a un impact coût, mais également quand on va parler de petite mobilité, il y a aussi la sécurité du client final avec la sécurité des ateliers de réparation, choses comme ça, qui est aussi un driver important pour le déploiement de la technologie. Sur l'aspect masse aujourd'hui, pour être très honnête, j'ai pas de benchmark en tête. Ce que je sais, c'est que c'est pas là-dessus que les discussions portent avec les constructeurs. Donc aujourd'hui, c'est pas le driver qui pousse le 48 volts ou la haute tension. C'est pas ce driver-là qui va générer les critères de décision chez nos clients. C'est vraiment l'aspect économique. Peut-être que le jour où les prix des uns et des autres se rapprocheront, l'aspect masse va revenir en ligne de compte, sachant encore une fois qu'il faut prendre en compte l'aspect masse complète du système qui inclut la batterie, le convertisseur, l'onduleur, la machine et éventuellement sa boîte de vitesse. Donc le bilan masse, il est vraiment dans les mains des constructeurs. À présent, pourriez-vous détailler vos attentes sur ce projet en matière de cybersécurité? Je ne sais pas si j'ai entendu. On avait donc une question sur la cybersécurité et quelles seraient vos attentes à ce niveau-là? Allô, je pense que, je ne sais pas si Louis est connecté. Je pense qu'il y a un problème. Il faut peut-être essayer de répondre. Vous m'entendez? Ah, ça y est, je vous entends, oui, il y avait une coupure. C'est Pierre Lebrun qui parle. Je vais rapidement essayer de répondre à la question. Globalement, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la cybersécurité devient essentielle dans les véhicules, en particulier quand ils sont connectés. Et dans la présentation que Louis a faite, on voit bien que sur un grand nombre d'applications, les véhicules seront connectés. Et donc, la maîtrise en fait de la cybersécurité est essentielle. Après, je ne pense pas qu'il y ait d'action extrêmement particulière dans le domaine de la cybersécurité. C'est plutôt le fait de décliner des concepts de cybersécurité sur le système et en particulier sur sa chaîne de traction qui va rentrer en fait dans une approche globale de cybersécurité du véhicule, que ce soit un véhicule léger ou un véhicule plus classique. Donc en fait, la dimension cybersécurité est importante, comme elle est importante finalement dans toutes les chaînes de traction de tous les véhicules connectés. Par contre, il n'y a pas, à mon sens, de caractéristiques particulières. C'est décliner en fait les approches assez traditionnelles de cybersécurité. Très bien, je vous remercie. Encore quelques petites questions d'ordre technique. Est-ce que vous avez envisagé l'utilisation de capacités en silicium? Oui, le sujet est étudié, notamment pour une intégration de ces capacités au plus près des semi-conducteurs de puissance en vue d'une augmentation de la fréquence de découpage.
D'accord. Et est-ce que vous envisagez d'utiliser des convertisseurs dits multi-level afin de réduire la masse, le volume et les pertes des IGBT, des MOSFET? Donc, ce sujet n'est pas étudié, puisque pour l'instant, qui dit convertisseur dit multi-niveau dit une multiplication des semi-conducteurs de puissance qu'on est amené à mettre en série ou en parallèle. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de nos applications, ce sujet n'apporte peu d'intérêt. Sinon, on a parlé de condensateurs polymères. Donc, est-ce qu'il s'agit de super capa, type réservoir d'énergie? Est-ce que vous prévoyez des condensateurs à film type polypropylène métallisé, qui peuvent aussi travailler à 150 kHz? Les condensateurs polypropylène sont particulièrement bien adaptés à la haute tension, mais ne sont pas bien adaptés à de la basse tension, donc puisqu'ils sont beaucoup plus volumineux que des condensateurs électrochimiques ou des condensateurs en polymère hybride. Donc l'avantage du polymère hybride, c'est qu'il offre des caractéristiques extrêmement stables à haute fréquence, et il permet quelque part d'avoir un effet combiné d'une capacité forte, un filtrage fort. Donc en gros, on peut combiner l'aspect capacité céramique et capacité électrochimique dans un même condensateur. Une dernière question technique un petit peu plus large concernant la source d'énergie. Donc il est de plus en plus question de piles à combustible. Est-ce que ce serait compatible avec votre projet 48 volts? Alors, difficile à répondre sur la partie 48 volts spécifiquement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les piles à combustible. Après, je ferai plutôt une réponse de principe. La pile à combustible, c'est la source d'énergie. Le système d'électrification, la machine électrique et le DC-DC sont finalement indépendants de la façon dont l'énergie est soit créée, soit stockée. Donc, j'aurais tendance à dire sur le principe, oui, à partir du moment où on mettrait une pile à combustible en remplacement d'une batterie, je ne vois pas pourquoi la machine électrique ne serait pas capable de fonctionner en système de traction. Mais là, je pense qu'il faudrait plutôt s'adresser aux spécialistes de piles à combustible. Est-ce que la technologie est compatible avec du 48 volts? Très bien, je vous remercie. Ensuite, on a eu un certain nombre de questions de personnes qui demandaient comment apporter leurs compétences, comment contribuer au projet. Donc à cet effet, il y a un petit formulaire qui vous sera transmis en même temps que les liens vers le replay de ce webinaire et le support de présentation. Ce sera mis en ligne sur les sites donc des pôles auto, de la PFA et des autres partenaires de cette semaine de l'électronique de puissance. Je vois, on a une dernière question qui demande si en effet ce projet permet à la filière française de fabrication de PCB avec des composants de puissance enfouis de se renforcer, de se structurer, sachant que des briques existent déjà, comment ce sera valorisé ensuite, comment la R&D sera valorisée, et si la croissance et le maintien d'activité seront défendus sur le territoire national. Alors, oui, effectivement, c'est l'un des objectifs, c'est de renforcer la filière sur le territoire français et de sécuriser les compétences dans le giron de l'industrie automobile française. À ce stade, on ne peut pas vous en dire beaucoup plus quant à la réalisation concrète, mais c'est bien l'objectif. Je vous remercie tous pour votre participation et d'avoir suivi ce webinaire. Je vous rappelle enfin que demain matin à 10 h, il y aura la séance de présentation de projets, de propositions de projets en lien avec l'électronique de puissance qui viendra conclure cette semaine de l'électronique de puissance. Voilà, si on n'a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus.